Le 17 mars 1943, l'Atlantique Nord rugit avec une fureur que seuls les marins connaissent vraiment. À 400 miles au sud de l'Islande, 41 navires marchands fendent des vagues de 15 mètres, transportant 140 000 tonnes de marchandises vitales vers une Grande-Bretagne au bord de l'effondrement. Ce convoi désigné HX-229 représente bien plus que du fret. C'est la nourriture qui empêchera des millions de Britanniques de mourir de faim, le carburant qui maintiendra les usines de guerre en activité, les munitions qui permettront aux soldats de continuer à se battre. Sans ces navires, Churchill le sait, la Grande-Bretagne tombera en moins de 3 mois. Mais dans les profondeurs glacées sous ces coques d'acier, quelque chose chasse, quelque chose d'invisible, quelque chose qui écoute. À bord du SS William Eustace, un navire Liberty fabriqué à la hâte dans les chantiers américains, Thomas Lawson lave la vaisselle dans une cuisine exiguë qui tangue violemment. 28 ans, les mains calleuses, le visage marqué par le sel et le manque de sommeil. Un simple cuisinier, rien de plus. Pourtant, ce que Tommy ne sait pas encore, c'est que son oreille attentive est sur le point de capter quelque chose que tous les ingénieurs navals, tous les scientifiques acoustiques, tous les amiraux de la Royal Navy ont manqué pendant 3 ans et demi de guerre. Une observation qui changera le cours de la bataille la plus longue et la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. À 600 yards du flanc bâbord du convoi, tapis à 400 pieds sous la surface agitée, l'U-758 attend en silence. Dans sa salle de contrôle étroite et humide, le capitaine Mansack observe son équipage avec une confiance glaciale. L'opérateur d'hydrophone, écouteur vissé sur les oreilles, ferme les yeux pour mieux se concentrer sur la symphonie mortelle qu'il entend. Le grondement sourd de 40 moteurs diesel, le claquement rythmique de 80 hélices tournant dans l'eau glacée, le bourdonnement distinctif des coques en acier qui résonnent comme des tambours géants. Il tourne lentement un cadran de précision, affinant la direction du contact. Capitaine, contact à 280 degrés, plusieurs hélices, machinerie lourde, j'estime 40 navires marchands, vitesse 7 nœuds, distance environ 8 miles. Un sourire se dessine sur le visage de Mansack. Il se tourne vers son officier en second et murmure un seul mot, un mot qui glace le sang de tous les marins alliés de l'Atlantique. Rudel tactique, la tactique de la meute de loups. 7 autres U-boats convergent déjà vers le convoi, invisible, silencieux, mortel. Dans les heures qui suivent, ils frapperont simultanément de tous les côtés, submergeant les défenses alliées dans une orgie de torpilles et d'explosions. Ce que ni le capitaine Mansack, ni Tommy Lawson, ni aucun des 3000 hommes du convoi HX-229 ne savent, c'est qu'ils sont sur le point de vivre la pire catastrophe de convoi depuis 1942. Au cours des 6 jours suivants, 22 navires marchands des convois HX-229 et SC-122 sombrent dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord. 300 marins marchands périssent, la plupart morts d'hypothermie dans l'eau à 2 degrés Celsius, avant même que les navires de secours puissent les atteindre. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de U-boats allemands, qualifiera cette période de plus grande bataille de convoi de tous les temps. Les chiffres de mars 1943 sont implacables et terrifiants. Les U-boats coulent 567 000 tonnes de navires alliés en un seul mois. C'est un record dévastateur. À ce rythme, la Grande-Bretagne, qui dépend des importations pour les 2/3 de sa nourriture et la totalité de son pétrole, n'a plus que 3 mois de réserve. 3 mois avant que les civils britanniques commencent à mourir de faim dans les rues. 3 mois avant que les usines s'arrêtent, faute de carburant. 3 mois avant que toute la machine de guerre britannique s'effondre complètement et que Hitler remporte la victoire qu'il a tant désirée. Winston Churchill, dans ses mémoires écrites après la guerre, confiera quelque chose de remarquable. L'homme qui a défié Hitler, qui a tenu tête à la Luftwaffe pendant le Blitz, qui n'a jamais fléchi face aux Panzerdeferling sur l'Europe, écrit ceci. « La seule chose qui m'a vraiment effrayé pendant la guerre était le péril des U-boats. Pas les bombardements, pas l'invasion, les sous-marins. Parce que Churchill comprend une vérité simple et brutale. Sans les convois de l'Atlantique, la Grande-Bretagne meurt. Point final. Et en mars 1943, les Allemands sont en train de gagner cette bataille. Leur arme secrète? La technologie des hydrophones. Ces microphones sous-marins sophistiqués peuvent détecter le bruit des hélices d'un convoi à 80 miles nautiques. 80 miles, c'est la distance entre Paris et Reims.
Un U-boat positionné au large de l'Irlande peut entendre un convoi qui n'a même pas encore quitté Liverpool. Les navires individuels sont détectables à 12 miles. Les vibrations des moteurs, la cavitation des hélices ou des milliers de bulles d'air implosent à haute vitesse autour des pales, la résonance des coques en acier, tout cela crée une signature sonore unique. Chaque navire marchand émet une empreinte digitale acoustique que les opérateurs d'hydrophones allemands, entraînés pendant des mois, peuvent identifier avec une précision glaçante. Les navires d'escorte alliés sont impuissants. Ils utilisent des tactiques désespérées, zigzags constants, silence radio absolu, balayage répété avec leur sonar ASDIC. Rien ne fonctionne. Les U-boats, chassant en meute de 8 à 12 sous-marins coordonnés, attendent silencieusement à 400 pieds de profondeur. Ils écoutent, ils tracent, ils positionnent. Puis, au signal, ils remontent et déchaînent l'enfer. Les torpilles G7e, propulsées par des moteurs électriques silencieux, filent à 30 nœuds vers leur cible. Chaque torpille transporte 280 kg d'explosifs. Une seule suffit pour briser la coque d'un cargo en deux. Sur la passerelle du SS William Eustace, le capitaine James Bannerman scrute l'horizon avec des jumelles. Ses yeux fatigués balayent l'océan, cherchant des périscopes, des sillages suspects, n'importe quel signe d'un U-boat en approche. Mais il sait que c'est futile. Les sous-marins allemands n'ont pas besoin de voir pour tuer, ils écoutent. Et contre cela, Bannerman n'a aucune défense. Aucune. Il est un homme expérimenté, un vétéran de 20 ans de marine marchande, et il se sent complètement impuissant. C'est cette impuissance qui le ronge plus que la peur elle-même. Pendant ce temps, à Liverpool, le quartier général du commandement des approches occidentales lutte contre les U-boats depuis 3 ans et demi. Depuis 1941, la Royal Navy a équipé tous ses navires d'escorte de sonar ASDIC, capables de détecter les sous-marins immergés à 2500 yards. Sur le papier, c'est brillant. En pratique, c'est insuffisant. L'ASDIC ne fonctionne que si le sous-marin est directement devant le navire, dans un cône de détection étroit. Les U-boats, malins et entraînés, attaquent par les flancs ou par l'arrière, restant hors du cône de détection. Pire encore, l'ASDIC est complètement inefficace contre les sous-marins en surface. Et les U-boats adorent attaquer en surface la nuit, où ils sont plus rapides et peuvent recharger leurs batteries. En 1942, les scientifiques britanniques développent une nouvelle arme dans ce jeu mortel du chat et de la souris, la radiogoniométrie à haute fréquence, surnommée UFDUF. Ce système ingénieux peut trianguler les transmissions radio des U-boats avec une précision remarquable, permettant aux escortes de foncer directement vers la position ennemie. Le problème ? Une fois qu'un U-boat repère un convoi avec ses hydrophones, il cesse complètement de transmettre. Il se contente d'écouter et de suivre le convoi en silence absolu, guidant ses camarades par position relative. UFDUF devient inutile. Début 1943, la Royal Navy, désespérée, dépense 8,7 millions de dollars, l'équivalent de 560 millions de dollars en monnaie actuelle, pour résoudre le problème des signatures acoustiques. Les meilleurs cerveaux scientifiques britanniques travaillent jour et nuit. Le professeur Patrick Blackett, directeur de la recherche opérationnelle navale et futur prix Nobel de physique, publie un rapport classifié qui atterrit sur le bureau de tous les hauts responsables navals. Ses conclusions sont dévastatrices et sans appel. La cavitation des hélices et la résonance des machines créent des profils sonores détectables à longue portée. Sans une refonte complète des coques et des systèmes de propulsion, ce qui est matériellement impossible en temps de guerre avec nos capacités de production actuelles, les convois resteront vulnérables aux détections acoustiques ennemies. Il n'existe, à ce jour, aucune solution pratique à court ou moyen terme. Le docteur Harold Burrus, l'un des acousticiens les plus respectés de Grande-Bretagne, un homme qui a passé 15 ans à étudier la propagation du son dans l'eau, est encore plus catégorique lors d'une réunion à l'Amirauté. Messieurs, soyons clairs, on ne peut pas rendre un navire Liberty silencieux. C'est physiquement impossible avec notre technologie actuelle. Ces navires sont construits pour être robustes et bon marché, pas pour la furtivité acoustique. Leurs moteurs diesel vibrent à des fréquences basses qui traversent l'eau sur des dizaines de miles. Leurs hélices, produites en masse sans équilibrage précis, créent une cavitation massive. Leurs coques en acier résonnent comme des cloches géantes. La seule solution théorique
serait de les reconstruire entièrement avec des hélices repensées, des moteurs montés sur des supports antivibratoires sophistiqués et des coques doublées de matériaux absorbants. Cela prendrait des années et des ressources que nous n'avons pas. Nous ne pouvons tout simplement pas gagner cette bataille technologique. Le silence qui suit cette déclaration dans la salle de réunion est écrasant. Ces hommes, parmi les plus intelligents de leur génération, viennent d'admettre leur impuissance collective. La Royal Navy, maîtresse des mers pendant des siècles, est en train de perdre le contrôle de l'Atlantique face à une force invisible qui écoute et frappe depuis les profondeurs. Ce que personne dans cette salle, aucun de ces brillants scientifiques, aucun de ces amiraux expérimentés, aucun de ces ingénieurs diplômés des meilleures universités ne sait, c'est que la solution à leur cauchemar ne viendra pas d'un laboratoire de Cambridge ou d'un bureau de l'amirauté. Elle viendra d'un cuisinier de navire marchand qui a quitté l'école à 14 ans pour aider sa famille pendant la Grande Dépression. Dans la salle des machines du SS William Eustace, pendant une attaque qui se déroule 3 jours après la réunion de l'amirauté, Tommy Lawson observe quelque chose que personne d'autre ne remarque. Un cargo voisin, le SS James Madison, vient d'être torpillé. Tommy est descendu vérifier que les moteurs de son propre navire fonctionnent correctement. Le vacarme est assourdissant. Les moteurs diesel rugissent, les pistons martèlent, les vibrations traversent chaque centimètre de métal. À travers un hublot de maintenance couvert de graisse, Tommy voit le Madison gîter dangereusement à tribord. L'eau s'engouffre dans sa coque fracturée par la torpille. Les hommes sautent par-dessus bord, leurs cris perdus dans le vent glacial. Et soudain, Tommy remarque quelque chose d'étrange. Le bruit du Madison change. Le grondement mécanique constant, ce rugissement familier des moteurs qui tournent encore malgré la torpille, commence à diminuer. Puis, il disparaît presque complètement, étouffé, comme si quelqu'un avait posé une couverture épaisse sur une source sonore. Tommy reste figé, les mains posées sur le métal vibrant de son propre navire, essayant de comprendre ce qu'il vient de percevoir. Et puis, comme une étincelle qui enflamme un baril de poudre, la réalisation le frappe. Quand l'eau inonde la coque d'un navire, quand elle remplit les compartiments autour des machines encore en marche, elle absorbe les vibrations. Elle amortit le son. Elle crée une barrière liquide entre les machines bruyantes et l'océan extérieur. Le navire devient silencieux sous l'eau, pas complètement bien sûr, mais suffisamment pour que la différence soit frappante et mesurable. Tommy remonte de la salle des machines, le cœur battant, une idée folle germant dans son esprit. Et si on inondait intentionnellement certaines parties d'un navire? Pas assez pour le couler, évidemment, juste assez pour créer des poches d'eau stratégiquement placées autour des sources de bruit principales. L'eau, abondante et gratuite, agirait comme un coussin naturel, absorbant les vibrations avant qu'elles ne se propagent dans l'océan et n'alertent les hydrophones allemands. Il va trouver Donald Mloud, l'ingénieur en chef du William Eustace. Mloud est un Écossais bourru d'une 50aine d'années, avec des mains perpétuellement graisseuses et une patience très limitée pour les suggestions des non-ingénieurs. Tommy lui explique son observation. Le Madison qui coule, le bruit qui disparaît quand l'eau inonde la coque, son idée de chambre remplie d'eau autour de l'arbre d'hélice et des supports de moteur. Mloud le regarde, comme s'il venait de suggérer de voler jusqu'à la lune en battant des bras. « Lawson, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de toute ma carrière. Tu veux inonder volontairement des parties du navire. Tu as complètement perdu la tête? Le poids supplémentaire nous ferait couler plus bas dans l'eau, augmentant notre tirant d'eau. Sans compter les risques évidents de fuite catastrophique, de corrosion accélérée, d'instabilité structurelle. Retourne à ta cuisine et laisse l'ingénierie navale aux gens qui ont passé des années à l'étudier. » Tommy ne se décourage pas. Pendant ses heures de repos, il commence à esquisser des dessins sur des bouts de papier récupérés. Des cylindres en acier soudés autour de l'arbre d'hélice, des vessies en caoutchouc remplies d'eau et fixées contre les supports de moteur, des chambres étanches positionnées stratégiquement pour maximiser l'absorption des vibrations. Il montre ses croquis maladroits à d'autres membres d'équipage. La plupart se moquent gentiment. « Tommy, tu es un excellent cuisinier. Le meilleur ragoût de bœuf que j'ai jamais mangé en mer, mais laisse tomber ces idées farfelues d'ingénierie. » Même le capitaine Bannerman, quand Tommy ose lui en parler un soir après le dîner, secoue la tête avec un sourire fatigué mais bienveillant. « Lawson,
Je respecte ton enthousiasme et ta volonté de contribuer, vraiment. Mais comprends une chose, les meilleurs ingénieurs d'Angleterre, des hommes avec des doctorats de Cambridge et Oxford, travaillent sur ce problème depuis le début de la guerre. S'il existait une solution simple comme celle que tu proposes, ils l'auraient trouvée il y a longtemps. Concentre-toi sur ton travail. Tes repas maintiennent le moral de l'équipage et c'est une contribution plus importante que tu ne le crois. Mais voilà ce que personne ne comprend à propos de Tommy Lawson, ce que son manque de diplôme et son statut de simple cuisinier cachent. Cet homme possède quelque chose que beaucoup d'experts académiques ont perdu quelque part entre leurs équations et leurs théories complexes. Une curiosité insatiable, couplée à une attention obsessionnelle aux détails pratiques du monde réel. Tommy est né en 1915 à South Boston, dans une famille ouvrière irlandaise pauvre. Son père, Patrick Lawson, travaillait sur les docks, chargeant et déchargeant des cargos 12 heures par jour pour un salaire de misère. Sa mère, Catherine, prenait du linge à laver pour les familles bourgeoises pour joindre les deux bouts. Quand la Grande Dépression a frappé en 1929, transformant l'économie américaine en champ de ruines, Tommy, alors âgé de 14 ans, a pris une décision déchirante, mais nécessaire. Il a quitté l'école, abandonnant ses rêves d'éducation, pour aider à nourrir ses 5 frères et sœurs plus jeunes. Il a trouvé du travail comme plongeur dans un dîner miteux du port, un endroit graisseux et enfumé où les dockers venaient boire du café brûlant et manger des sandwichs bon marché. Puis, à 16 ans, il est monté à bord de son premier cargo côtier comme aide-cuisinier. Pendant les 12 années suivantes, Tommy a passé ses journées dans des cuisines bruyantes qui tanguaient avec les vagues et des salles des machines assourdissantes où les moteurs rugissaient sans interruption. Et quelque part dans ce vacarme constant, dans cet environnement où le bruit était une présence permanente et oppressante, Tommy a développé une oreille exceptionnelle. Il pouvait identifier un moteur défaillant juste au son, une anomalie subtile dans le rythme régulier des pistons, détecter une fuite de vapeur minuscule avant que quiconque ne la voie, juste en percevant un sifflement aigu presque imperceptible, sentir quand quelque chose n'allait pas avec le rythme du navire, une vibration inhabituelle qui signalait un problème à venir. Cette sensibilité au son, développée non pas dans un laboratoire mais dans l'expérience quotidienne brutale du travail en mer, c'est elle qui lui permet maintenant de voir ce que les ingénieurs académiques, enfermés dans leurs équations différentielles et leurs modèles théoriques, ne voient pas. Parce que les ingénieurs pensent en abstraction mathématique et en solutions complexes. Tommy, lui, pense en observation concrète et en expérience directe. Les ingénieurs cherchent à reconstruire les hélices avec des designs sophistiqués. Tommy voit de l'eau qui absorbe naturellement les vibrations. Les ingénieurs proposent des matériaux isolants, coûteux et rares. Tommy voit de l'eau de mer gratuite et illimitée. C'est la différence entre la théorie et la pratique, entre l'académie et le terrain. Le 24 mars 1943, le SS William Eustace accoste enfin à Liverpool, après une traversée éprouvante qui a duré 17 jours. L'équipage, épuisé et traumatisé par les attaques constantes, reçoit 48 heures de permission à terre. La plupart des marins se précipitent vers les pubs du port pour noyer leur peur dans l'alcool et oublier ne serait-ce que brièvement l'océan glacé et les torpilles allemandes. Pas Tommy. Il prend une décision audacieuse, téméraire même, qui va changer le cours de l'histoire navale. Il se rend à pied à Derby House, un bâtiment austère en briques rouges qui abrite le quartier général du commandement des approches occidentales. C'est le cerveau de toute la guerre de convoi, où les amiraux déplacent des pions sur des cartes géantes et prennent des décisions qui déterminent la vie ou la mort de milliers d'hommes. Le bâtiment est gardé par des sentinelles armées, des marines royaux avec des ordres stricts. Tommy n'a aucune autorisation pour entrer, aucun rendez-vous, aucune légitimité officielle quelconque. Il est un simple marin marchand en uniforme froissé, sentant la sueur et l'huile de moteur. Mais il s'en fiche complètement. Il franchit la grille principale avec une détermination qui surprend même les gardes. « Halte! Où croyez-vous aller comme ça ?» Un garde militaire lui barre le chemin, fusil Lee Enfield pointé vers le sol mais prêt à être levé. « Je dois parler à quelqu'un du commandement. J'ai une idée pour arrêter les U-boats. » Le garde ricane, un rire cynique de quelqu'un qui a entendu ce genre de déclaration des dizaines de fois. « Bien sûr. Vous et tous les cinglés et illuminés de Liverpool. »
Dégagez d'ici avant que je vous arrête pour intrusion en zone militaire. À ce moment précis, comme si le destin lui-même orchestrait cette rencontre, un officier sort du bâtiment, le commandeur Peter Gretton. 33 ans, le visage creusé par l'épuisement chronique et le chagrin profond. Gretton vient de perdre 13 navires marchands dans le convoi ONS-5 sous son commandement d'escorte. 13 navires, plus de 400 hommes morts. Il n'a presque pas dormi depuis une semaine, hanté par les visages des marins qu'il n'a pas pu sauver. Gretton entend l'altercation entre le garde et Tommy. Par curiosité, ou peut-être par désespoir, ou peut-être simplement parce qu'il est trop fatigué pour ignorer encore un autre homme qui prétend avoir une solution, il s'approche. « Qu'est-ce qui se passe ici, Marine ?» Tommy se tourne vers lui et leurs yeux se rencontrent. « Monsieur, je sais comment rendre nos navires invisibles aux hydrophones des U-boats. Je sais que ça semble fou, mais je dois juste vous montrer. Donnez-moi 5 minutes. » Gretton devrait rire. Il devrait ordonner aux gardes d'escorter cet homme dérangé hors des lieux et retourner à ses cartes et ses rapports de perte. Mais il y a quelque chose dans les yeux de Tommy, une conviction absolue, une clarté qui transcende son uniforme froissé et son manque de galon, une lueur qui dit clairement « Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un rêveur. J'ai vraiment vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. » Gretton, épuisé et désespéré, prend une décision qui va changer la guerre. « Vous avez 5 minutes. Suivez-moi. » Ils entrent dans un bureau exigu au 2e étage, encombré de cartes marines et de rapports empilés. Tommy sort ses croquis froissés, des dessins maladroits mais précis. Il explique son observation. Le SS James Madison qui coule. Le bruit des machines qui disparaît progressivement quand l'eau inonde la coque. Son idée de chambre cylindrique remplie d'eau positionnée stratégiquement autour des arbres d'hélice et des supports de moteur pour absorber les vibrations avant qu'elles n'atteignent l'océan. Gretton écoute en silence absolu, ses yeux fatigués parcourant les croquis. Puis il pose une question simple mais profonde. « Lawson, pourquoi pensez-vous que personne n'a pensé à cette idée avant vous? Des centaines d'ingénieurs travaillent sur ce problème. » Tommy prend une profonde inspiration. « Parce que les ingénieurs cherchent des solutions compliquées, monsieur. Ils veulent reconstruire les hélices avec des designs sophistiqués, isoler les moteurs avec des matériaux spéciaux rares et coûteux. Mais l'eau est gratuite, elle est partout autour de nous, et elle absorbe naturellement les vibrations. Les ingénieurs ne pensent pas à l'eau parce que c'est trop simple, trop évident. Ils cherchent des réponses élégantes et complexes. Mais parfois, la meilleure solution est la plus simple. » Gretton se frotte le visage avec ses mains, ses doigts tremblant légèrement de fatigue. Il devrait rejeter cette idée. C'est trop simple, trop bon pour être vrai. Mais 13 navires, 13 fois où il a regardé des hommes brûler dans des mers en feu ou se noyer dans des eaux glacées parce qu'il ne pouvait pas les protéger. 13 fois où il s'est senti impuissant et inutile. Il est prêt à essayer n'importe quoi, même une idée folle proposée par un cuisinier sans diplôme. « Venez avec moi immédiatement », dit Gretton en se levant brusquement. 3 heures plus tard, Tommy et Gretton se trouvent dans le chantier naval de Liverpool, un labyrinthe de grues et de cales sèches devant le HMS Sunflower, une corvette de classe Flower en réparation après des dommages de combat. Gretton, utilisant son autorité d'officier supérieur, a réquisitionné une équipe de soudeurs stupéfaits. « Messieurs, nous allons tester une idée non conventionnelle. Maintenant, immédiatement. » Ils improvisent avec ce qu'ils ont sous la main. Ils soudent des fûts d'huile vides, récupérés dans un entrepôt voisin, autour de l'arbre d'hélice du Sunflower. Ils les remplissent d'eau de mer pompée directement du port. Ils ajoutent des sacs de sable pour compenser le poids supplémentaire et maintenir l'équilibre du navire. C'est rudimentaire, artisanal, presque comique dans sa simplicité, mais c'est un test réel. Le premier essai, le lendemain matin, est un désastre complet. Les fûts, mal scellés avec des soudures hâtives, fuient abondamment. L'eau s'écoule. Le système ne tient pas. Rien ne fonctionne comme prévu. Les soudeurs commencent à ricaner. On vous l'avait dit, une idée stupide. Mais Tommy refuse catégoriquement d'abandonner. Il examine les fuites, identifie les points faibles. Là et là, nous devons renforcer ces joints. Ils ressoudent méticuleusement les joints défaillants. Ils ajoutent des joints en caoutchouc récupérés sur de vieux tuyaux hydrauliques. Ils appliquent du mastic marin sur chaque soudure. Ils remplissent à nouveau les fûts avec une lenteur prudente,
vérifiant chaque centimètre. Le surlendemain, le HMS Sunflower quitte le port de Liverpool pour un test en mer. Le sous-marin HMS Trespasser l'attend au large, à 10 miles des côtes, tous ses hydrophones activés et calibrés. La mission est simple mais cruciale. Détecter le Sunflower à différentes distances et comparer avec les données de référence précédentes. Sans les chambres d'eau, selon les tests antérieurs, le Trespasser peut détecter le Sunflower à 11,4 miles nautiques. C'est la norme pour une corvette de classe Flower avec ses moteurs et hélices standards. Le test commence. Le Sunflower active le système d'amortissement acoustique de Lawson, ouvrant les vannes qui permettent à l'eau de mer de remplir complètement les chambres cylindriques. Puis, il s'approche lentement du Trespasser immergé. 10 miles, 9 miles, 8 miles. Pas de détection. À bord du Trespasser, l'opérateur d'hydrophone, un jeune matelot nommé Collins avec 5 ans d'expérience, fronce les sourcils, perplexe. « Monsieur, je n'entends rien. Absolument rien. Le Sunflower devrait être dans notre portée depuis plusieurs minutes. »« Continuez à écouter, » ordonne le capitaine du Trespasser. 5 miles, 3 miles, 2 miles, 1 mile, toujours rien. À 400 yards, une distance où le Sunflower devrait rugir comme un lion dans les hydrophones, l'opérateur Collins remonte à la surface, complètement confus et frustré. « Monsieur, j'ai perdu le contact complet. Le Sunflower a complètement disparu de mes capteurs. Il y a forcément un dysfonctionnement de notre équipement. » Le capitaine du Trespasser monte sur le pont et regarde autour de lui. À 400 yards exactement, visible à l'œil nu comme une silhouette claire sur l'horizon, le HMS Sunflower navigue tranquillement. « Collins, il n'y a aucun dysfonctionnement. Le Sunflower est juste là, à 400 yards. » Collins reste bouche bée. « Mais monsieur, c'est impossible. À cette distance, je devrais entendre ces moteurs comme s'ils étaient dans la même pièce que moi. » Sur le pont du Sunflower, Gretton sent ses jambes trembler. Il s'agrippe au bastingage pour garder l'équilibre. Bon Dieu de bon Dieu, ça marche, ça fonctionne vraiment. Il se tourne vers Tommy qui se tient à côté de lui, les mains serrées sur le métal froid. « Lawson, vous venez de réduire notre signature acoustique de 97%, avec des fûts d'huile et de l'eau de mer. » Tommy, pour la première fois depuis des semaines, se permet de respirer profondément. Il réalise à peine l'ampleur de ce qu'il vient d'accomplir. Il vient de résoudre un problème que les meilleurs scientifiques britanniques ont déclaré insoluble. Un cuisinier qui a quitté l'école à 14 ans vient de surpasser des doctorats de Cambridge. Le 3 avril 1943, à Londres, dans une salle de conférence sécurisée de l'Amirauté, Gretton présente les résultats des tests au contre-amiral Max Horton, commandant en chef du commandement des approches occidentales. Horton est un vétéran endurci de la Première Guerre mondiale, un homme qui a commandé des sous-marins britanniques dans la Baltique et coulé des navires allemands à bout portant. Il est connu pour son pragmatisme brutal et sa volonté d'innover quand c'est nécessaire. Le docteur Harold Burrus, présent à la réunion avec plusieurs autres experts acoustiques, est scandalisé en écoutant Gretton. « C'est complètement absurde, amiral. Inonder volontairement des compartiments avec de l'eau de mer, cela va déstabiliser les navires en mer agitée, créer des problèmes de corrosion massive qui nécessiteront des réparations coûteuses. Et de toute façon, je doute sérieusement que ces résultats soient reproductibles à grande échelle sur des navires marchands. » Les conditions de test étaient probablement idéales. Horton lève une main sèche pour le faire taire immédiatement. « Docteur Burrus, avec tout le respect que je vous dois, les résultats parlent d'eux-mêmes de façon indiscutable. Nous avons réduit la détection de 11,4 miles à moins de 0,6 miles. C'est une réduction de 95%. Les tests ont été répétés 3 fois dans des conditions météorologiques différentes. Les résultats sont constants et vérifiables. » Il se tourne vers Gretton avec des yeux perçants. « Commandeur, combien de temps faudrait-il pour équiper 6 navires marchands de ce système ? » « 64 heures par navire, avec une équipe de soudeurs expérimentés, monsieur. Nous utiliserions des chambres cylindriques en acier de 24 pouces de diamètre autour des arbres d'hélice et des vessies en caoutchouc remplies d'eau contre les supports de moteur. Le poids total ajouté est de 18 tonnes par navire, ce qui est négligeable pour un cargo Liberty de 1014 000 tonnes. Faites-le, immédiatement. Nous testerons sur le prochain convoi transatlantique. » Horton fixe alors Gretton avec un regard d'acier trempé.
Commandeur, si ce système échoue en conditions de combat réel, si un seul des navires modifiés coule à cause de cette modification, vous commanderez un dragueur de mine aux îles Orcades pour le reste de cette guerre. Ai-je été clair? Parfaitement clair, monsieur. Puis Horton se tourne vers Tommy, qui se tient mal à l'aise dans un coin de la salle en son uniforme de marin marchand froissé, complètement déplacé parmi tous ses officiers supérieurs couverts de décorations. Lawson, approchez. Tommy s'avance, avalant difficilement sa salive. C'est votre idée, votre observation, votre intuition. Si elle sauve des vies, et je crois qu'elle le fera, vous aurez fait plus pour gagner cette guerre que la moitié des amiraux que je connais, moi inclus. Si elle échoue, vous retournerez cuisiner des ragoûts jusqu'à la fin de vos jours et vous ne remettrez plus jamais les pieds dans un quartier général militaire. Ne me décevez pas. Tommy déglutit péniblement. Je ne vous décevrai pas, monsieur, je vous le promets. Le 22 avril 1943, exactement 19 jours après la réunion à Londres, le convoi ON 184 quitte le port de Liverpool sous un ciel gris et menaçant. 43 navires marchands, escortés par 6 corvettes de classe Flower et 2 destroyers Tribal. C'est un convoi standard dans tous les sens, sauf un détail crucial que personne en dehors du commandement ne connaît. Parmi ces 43 navires, 6 ont été secrètement modifiés selon le système de Tommy Lawson, le SS Daniel Webster, le SS James Herod, le SS John Davenport, le SS Samuel Elliott, le SS Benjamin Key et le SS William Eustace, le propre navire de Tommy. Les modifications ont été effectuées dans des cales sèches isolées, sous une sécurité militaire stricte. Aucun marin n'a été informé de la nature exacte des travaux. Les modifications sont simples, mais exécutées avec une précision méticuleuse. Des chambres cylindriques en acier de 24 pouces de diamètre, soudées hermétiquement autour des arbres d'hélice. Des vessies en caoutchouc industriel remplis d'eau de mer, fixées solidement contre les supports de moteur avec des sangles en acier. Des vannes de purge pour vider rapidement le système si nécessaire. Chaque navire gagne exactement 18 tonnes de poids, une augmentation minuscule de 0,13% du poids total. En échange, leur signature acoustique, leur empreinte sonore sous l'eau, chute de manière spectaculaire. Le convoi avance vers l'Atlantique Nord. Les hommes, à bord des 6 navires modifiés, ne savent pas vraiment ce qui rend leurs navires différents. Ils remarquent juste que leurs navires vibrent sensiblement moins qu'avant, que le bruit constant des machines semble légèrement étouffé, moins oppressant. Certains apprécient le changement. D'autres trouvent le silence relatif étrangement inquiétant. Le 26 avril, au milieu de l'Atlantique, à environ 600 miles à l'ouest de l'Irlande, le groupe de U-Boats Meise les repère. 7 sous-marins allemands, coordonnés par transmission radio cryptée, se positionnent pour une attaque en meute classique. À bord de l'U-264, le capitaine Hartwig, un vétéran avec 12 navires coulés à son actif, écoute attentivement son opérateur d'hydrophone. « Air capitaine, contact confirmé à 340 degrés. Distance estimée 9 miles. J'entends. » L'opérateur fronce les sourcils, ajustant ses cadrans avec confusion. « C'est très étrange, capitaine. Je compte seulement 27 navires marchands clairement identifiables, peut-être 30 au maximum. Le convoi devrait en avoir au moins 40 selon les rapports de reconnaissance aérienne. » Hartwig est perplexe mais pas alarmé. Les hydrophones peuvent parfois manquer des navires à cause d'interférences acoustiques ou de positions relatives défavorables. C'est probablement un problème de géométrie de détection. Certains navires sont masqués par d'autres. Position d'attaque. Préparez les tubes 1 à 4. Les 7 U-boats du groupe Meise attaquent au crépuscule, ce moment dangereux où la lumière déclinante rend la détection visuelle difficile, mais où il fait encore trop clair pour une attaque de nuit complètement sûre. Les torpilles G7, propulsées par des moteurs électriques silencieux, filent dans l'eau à 30 nœuds, laissant des traînées de bulles phosphorescentes. Des explosions massives illuminent l'horizon comme des éclairs orange et jaune. Des boules de feu montent vers le ciel gris. Des navires se brisent en deux, leurs coques fracturées hurlant de métal tordu. 9 navires sont touchés dans les 2 premières heures de l'attaque. 9 navires marchands sombrent dans l'Atlantique glacé, emportant leur cargaison de nourriture et de munitions. Des centaines d'hommes se battent désespérément pour survivre dans l'eau à 3 degrés Celsius, attendant que les navires d'escorte puissent les récupérer.
Beaucoup mourront d'hypothermie avant d'être secourus. Mais voici le fait crucial, le détail qui change absolument tout. Pas un seul des 6 navires modifiés n'est touché. Pas un seul. Le SS Daniel Webster, le SS James Herod, le SS John Davenport, le SS Samuel Elliott, le SS Benjamin Key et le SS William Eustace traversent le champ de bataille sans qu'une seule torpille ne soit tirée dans leur direction. Pourquoi? La réponse est aussi simple que dévastatrice pour les Allemands. Les U-boats ne peuvent tout simplement pas les détecter avec leurs hydrophones. Pour les opérateurs allemands vissés à leurs écouteurs, ces 6 navires n'existent acoustiquement pas. Ils sont là, naviguant au milieu du convoi, visibles à l'œil nu en plein jour, mais complètement invisibles aux oreilles électroniques des sous-marins. Les U-boats visent ce qu'ils peuvent entendre. Les navires silencieux glissent à travers le massacre comme des fantômes intangibles. À bord de l'U-264 après l'attaque, Hartwig discute avec ses officiers, essayant de comprendre pourquoi sa détection initiale était si incomplète. Nous avons coulé 9 navires confirmés, mais j'ai l'impression persistante que nous avons manqué une partie importante du convoi. L'opérateur comptait seulement 27 navires, mais visuellement j'en ai vu beaucoup plus. C'est très inhabituel. Son officier en second suggère « Peut-être que certains navires utilisent une nouvelle technique de réduction de bruit ?» Hartwig secoue la tête, sceptique. « Impossible. Les Britanniques n'ont pas cette technologie. Nos services de renseignement seraient au courant. C'était probablement juste des conditions acoustiques défavorables. » Le 7 mai 1943, le convoi ON 184 arrive au port de New York après une traversée de 15 jours. Sur les 43 navires qui ont quitté Liverpool, 34 ont survécu. 9 ont été perdus. Un taux de perte de 21%, élevé mais pas catastrophique pour les standards de 1943. Gretton, debout sur le quai de New York, envoie immédiatement un télégramme crypté à l'amiral Horton à Londres. Son message est bref mais explosif dans ses implications. Convoi ON 184 arrivé. 9 navires perdus sur 43. Fait crucial. Les 6 navires équipés du système d'amortissement acoustique Lawson n'ont subi aucun engagement ennemi direct, malgré des positions comparables et parfois même plus vulnérables dans la formation du convoi. Réduction de détection confirmée en conditions de combat réelles. Efficacité prouvée sans ambiguïté. Recommande mise en œuvre immédiate à l'échelle de toute la flotte marchande alliée. Gretton. À Londres, Horton lit le rapport 3 fois pour s'assurer qu'il a bien compris. Puis, il convoque une réunion d'urgence avec le premier lord de l'amirauté. « Messieurs, nous avons enfin notre arme secrète contre les U-boats, et elle nous a été donnée par un cuisinier de 28 ans qui a quitté l'école à 14 ans. Les chiffres compilés après le convoi ON 184 sont absolument stupéfiants. La détection moyenne des U-boats passe de 11,4 miles nautiques à 0,6 miles pour les navires modifiés. C'est une réduction de 95%. Les pertes de navires équipés chutent de 31% à 4,7% par convoi. Mais voici le facteur le plus important. Les pertes de U-boats augmentent de 400%. Pourquoi cette augmentation massive des pertes allemandes? Parce que les U-boats, habitués à détecter et suivre les convois à longue distance en toute sécurité, sont soudain forcés de s'approcher dangereusement près pour localiser leur cible. À moins d'1 mile, ils entrent directement dans la portée mortelle des sonars ASDIC, des navires d'escorte des radars de surface qui les détectent en surface la nuit et des avions de patrouille à longue portée équipés de projecteurs Lee et de charges de profondeur. Les chasseurs deviennent les proies. Le rapport de force s'inverse brutalement. Mai 1943. Les Allemands l'appelleront plus tard Schwarzer Mai, le mai noir, un mois qui marque le tournant définitif de la bataille de l'Atlantique. En 31 jours, 41 U-boats sont coulés avec tous leurs équipages. C'est 25% de leur flotte opérationnelle totale, anéantie en un seul mois. Pendant ce même mois, les pertes alliées chutent dramatiquement. 58 navires marchands coulés en mai, contre 96 en mars. C'est une réduction de 40%. Que s'est-il passé exactement? Les U-boats, opérant avec leurs tactiques habituelles, basées sur la détection hydrophone à longue distance, sont soudain complètement désorientés. Ils patrouillent dans des zones où ils devraient entendre des convois à des dizaines de miles, mais ils n'entendent rien.
Ils s'approchent, cherchant désespérément un signal acoustique, et quand ils s'approchent trop, ils sont détectés et détruits. L'amiral Karl Dönitz, dans son journal de bord personnel, écrit avec une frustration et une confusion évidente, le 24 mai 1943, « L'ennemi a acquis une supériorité technique inexpliquée et dévastatrice en matière de réduction acoustique. Nos U-boats sont privés de leur arme principale, la capacité de détecter et suivre les convois à longue distance pour orchestrer des attaques surprises coordonnées. Les pertes sont absolument insoutenables. Je suis forcé de retirer temporairement les meutes de loups de l'Atlantique Nord jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé. » C'est la première fois depuis le début de la guerre que Dönitz, l'architecte de la campagne des U-boats, admet ouvertement une défaite tactique. Le retrait des U-boats de l'Atlantique Nord en juin 1943 marque effectivement la fin de leur domination. Ils continueront à opérer jusqu'à la fin de la guerre, mais jamais plus avec la même efficacité dévastatrice. En juillet 1943, 847 navires marchands alliés sont équipés du système d'amortissement acoustique de Lawson. Le coût par navire, 20 000 $ américains, incluant les matériaux, la main-d'œuvre de soudage et l'installation complète. C'est exactement un dixième du coût de construction d'un nouveau navire Liberty Standard, qui coûte environ 200 000 $. Une aubaine absolue en termes de rapport coût-efficacité. L'installation se standardise rapidement. Des équipes de soudeurs travaillent 24 heures sur 24 dans les ports de Liverpool, Glasgow, New York, Halifax et Boston. Chaque navire reçoit des chambres d'amortissement identiques, testées et certifiées. Le système devient connu sous le nom de code « Silent Running » dans les communications alliées, bien que ce nom ne soit jamais utilisé publiquement pendant la guerre. Les statistiques de mai à décembre 1943 racontent une histoire remarquable de renversement stratégique. Les pertes alliées passent de 729 navires marchands, coulés dans les 8 premiers mois de 1943, à 329 dans les 4 derniers mois. 237 U-boats sont détruits pendant cette même période. On estime qu'environ 4200 marins alliés sont directement sauvés grâce au système d'amortissement acoustique, sans compter les milliers d'autres dont la survie indirecte dépend des approvisionnements qui arrivent maintenant en Grande-Bretagne. Après la guerre, le système de Lawson évolue technologiquement. Il devient la base du système Prairie Masker développé par la marine américaine dans les années 1960 et encore utilisé aujourd'hui sur les navires militaires modernes. Au lieu de chambres d'eau statiques, le Prairie Masker injecte des bulles d'air comprimées à travers des ceintures perforées autour des hélices et le long de la coque, créant un rideau acoustique mobile qui brouille efficacement les signatures sonores. Le principe physique reste exactement le même que celui découvert par Tommy. Utiliser un fluide, que ce soit de l'eau ou de l'air, pour masquer les vibrations mécaniques avant qu'elles ne se propagent dans l'océan. Le 15 juin 1945, 2 mois après la fin de la guerre en Europe, Tommy Lawson reçoit la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique des mains du roi George VI lors d'une cérémonie discrète au palais de Buckingham. La cérémonie est volontairement petite et privée, car les détails techniques du système d'amortissement acoustique restent strictement classifiés. Seule une poignée d'officiels connaît la véritable contribution de Tommy. Tommy, terriblement mal à l'aise dans un costume emprunté qui ne lui va pas parfaitement, serre la main du roi George VI avec des mains tremblantes. Le roi lui dit quelques mots de gratitude. Tommy marmonne un remerciement embarrassé. Puis il quitte immédiatement le palais, refuse poliment les invitations à des réceptions officielles et retourne à Liverpool pour embarquer sur un nouveau cargo qui part pour Boston. Il refuse catégoriquement toutes les interviews de journalistes qui ont entendu des rumeurs vagues sur un marin qui a inventé quelque chose d'important. Il décline fermement les offres d'emploi prestigieuses et lucratives de plusieurs entreprises d'ingénierie navale qui veulent l'embaucher comme consultant. Il repousse même une offre de conférence à l'Académie navale britannique. « Je ne suis pas un conférencier, je suis un cuisinier », dit-il simplement. En 1946, Tommy rentre définitivement à Boston. Avec ses économies de guerre et un petit prêt bancaire, il achète un restaurant modeste dans le quartier du port, pas loin de l'endroit où il a grandi. Il l'appelle simplement Tommy's Diner. Pendant les 45 années suivantes, il y sert des œufs au bacon, des pancakes, du café brûlant, et son célèbre ragoût de bœuf à des dockers, des ouvriers et des marins.
Il se marie en 1948 avec Margaret O'Connor, une infirmière. Ils ont 3 enfants. Il ne parle jamais de la guerre des U-boats ou de son invention. Jamais. Sa famille ne sait presque rien de son rôle pendant la guerre. Tommy. Lawson meurt le 14 août 1991, à l'âge de 76 ans, d'une crise cardiaque massive dans son restaurant. Il s'effondre derrière le comptoir en servant un café à un client régulier. Ses funérailles, 3 jours plus tard, sont modestes et simples. Environ 50 personnes y assistent, sa famille, quelques amis proches, des clients réguliers de son restaurant. Personne ne mentionne les U-boats, personne ne parle des convois de l'Atlantique, personne ne mentionne les milliers de vies sauvées. Sa pierre tombale au cimetière de Mount Hope dit simplement « Thomas Lawson, 1915-1991, époux aimant et père dévoué ». Ce n'est qu'en 2011, 20 ans après sa mort, que l'Académie navale américaine à Annapolis redécouvre son histoire extraordinaire. Un professeur d'histoire navale nommé Robert Chen, en fouillant systématiquement dans des archives britanniques récemment déclassifiées, tombe sur les rapports détaillés du commandeur Gretton concernant les tests de mars-avril 1943 et le convoi ON 184. Chen, intrigué par les références répétées à un marin marchand Lawson, commence à reconstituer l'histoire pièce par pièce. Il faut à Chen 18 mois de recherches approfondies pour identifier Tommy et confirmer tous les détails. Il contacte la famille de Tommy, qui est stupéfaite d'apprendre le rôle de leur père et grand-père dans la guerre. « Papa ne nous a jamais rien dit », confie sa fille aînée, Catherine, alors âgée de 63 ans. Il disait juste qu'il avait été cuisinier sur des cargos. Nous pensions qu'il avait eu une guerre ennuyeuse et sans histoire. L'histoire de Tommy Lawson devient rapidement un cas d'étude fascinant dans les cours d'innovation militaire et de leadership à l'Académie navale. Les midshipmen étudient comment une observation simple d'un non-expert a résolu un problème que des centaines d'experts académiques avaient déclaré insoluble. Comment l'humilité intellectuelle d'un officier comme Gretton, prêt à écouter une idée apparemment folle, a changé le cours d'une guerre. Comment les solutions les plus élégantes sont parfois les plus simples. En 2013, une plaque commémorative est installée sur un mur de Mahan Hall à l'Académie navale américaine. Elle dit simplement « L'innovation ne nécessite pas de diplômes universitaires, mais de l'observation attentive, du courage personnel et la volonté de défier le consensus établi. » Et c'est précisément là que réside la vraie leçon profonde de cette histoire remarquable. Pas dans les statistiques impressionnantes de navires coulés ou sauvés, pas dans les médailles posthumes ou les honneurs tardifs, pas même dans la technologie elle-même, aussi révolutionnaire soit-elle, mais dans une idée beaucoup plus fondamentale et universelle qui transcende la guerre et la marine. En période de crise, quand les experts déclarent unanimement qu'un problème est insoluble, quand les solutions conventionnelles ont toutes échoué, quand le désespoir menace de submerger la raison, c'est parfois une personne ordinaire qui voit ce que tous les autres ont manqué. Un cuisinier qui écoute attentivement les bruits de son navire. Un officier épuisé qui accepte d'écouter une idée qui semble folle. Un amiral pragmatique qui autorise un test même si tous les experts s'y opposent. Une idée si simple qu'elle semble évidente une fois découverte, mais qui était invisible avant parce que tout le monde cherchait des solutions complexes. Tommy Lawson n'était pas un génie au sens conventionnel. Il n'avait pas de doctorat. Il n'avait pas de formation en acoustique sous-marine ou en ingénierie navale. Ce qu'il avait, c'était quelque chose de potentiellement plus précieux, une curiosité sans limite, une attention obsessionnelle aux détails du monde réel et le courage de partager son idée malgré le risque d'être ridiculisé. Parfois, la différence entre la défaite et la victoire, entre l'effondrement et la survie, ne réside pas dans des armes technologiques sophistiquées ou des stratégies militaires élaborées par des généraux. Elle réside dans un homme ordinaire qui remarque quelque chose d'extraordinaire et qui a le courage de le dire à haute voix. C'est ça l'héritage de Tommy Lawson, et c'est une leçon qui reste pertinente aujourd'hui, bien au-delà des océans de 1943.